Voilà, bien, comme prévu, on retrouve Jean-Luc, bonjour, au TEP. Hôtel, Beauté, Mikwaba, Djambo. Et avec plaisir, Jean-Luc. Alors, de quoi on parlera aujourd'hui? Alors, nous sommes toujours sur l'investigation de notre langue pour mieux comprendre comment elle est apparue et en quoi il est important de dire que c'est une langue authentiquement africaine. Et nous questionnons depuis déjà 2 épisodes la notion de pensée symbolique. Rappelons que la pensée symbolique, c'est la vision qu'un peuple se fait de son environnement, et cette observation de la nature lui conduit à dégager des concepts, et ces concepts-là, bien, il les traduit en mots, en pensées, et puis tout découle en fait de cela. Et cette pensée symbolique, elle ne disparaît jamais, donc elle est multimillénaire en fait en ce qui nous concerne, et cela se voit et c'est de façon manifeste. Mais là, la question qui est toujours posée par les linguistes, c'est comment, d'où provient les langues européennes régionales, c'est-à-dire le français régional, l'anglais régional, l'espagnol régional, comment cela procède. Et en réalité, on s'aperçoit que c'est la pensée symbolique que nous partageons tous, de tous les afro-descendants de la Caraïbe partagent, c'est sur cette pensée symbolique qu'ils s'approprient les langues européennes comme l'anglais, le français, l'espagnol, le néerlandais, et ils combinent ces mots-là selon leur vision du monde. Et nous allons voir un exemple aujourd'hui en réalité. Bien. Alors si on peut avoir les images pour commencer. Nous aimerions avoir de retour. Première image. Voilà. Alors, il faudrait qu'on puisse... voilà. Alors, on dit toujours que le premier réflexe des premières communautés humaines, c'est observer leur environnement. Alors, observer quoi? Nous allons voir. On peut y aller. Continue. Voilà. On observe la nature, et cette nature qu'on observe, eh bien, chaque fois qu'on tombe sur un élément, on se demande à quoi cela ressemble. Et l'élément de comparaison permet de dégager le concept. Alors, on ne voit pas forcément bien, mais c'est le concept. Et donc, la question qu'on peut se poser aujourd'hui, c'est, au-delà de la langue officielle considérée, y a-t-il une persistance de la pensée symbolique africaine chez les peuples de la Caraïbe? Est-ce que, en travers l'espagnol, l'anglais, tel que parlé chez nous, le français, on retrouve cette pensée symbolique? Donc, prenons le cas de la Jamaïque. Il y a un mot qui est pratiqué, c'est le mot ganja, et on nous dit que ce mot vient des langues indiennes. Donc, le terme ganja provient-il des langues indiennes, telles que le sanskrit, le dir ou le tamoul? Et en fait, il faut poser la bonne question. Pourquoi le terme ganja désigne-t-il le chanvre? Est-ce que les langues indiennes sont capables de répondre à ça? Et il n'y a pas de réponse en fait. Ce qui démontre que le terme ganja est un mot d'emprunt parce qu'il n'a pas d'étymologie dans la langue sanskrite ni dans le tamoul. Alors, eh bien, quand disent les langues africaines, il faut reprendre le travail. On va poser la question autrement. Pourquoi le terme ganja désigne-t-il le chanvre? Donc, nous allons reprendre, regarder, observer cet élément qui est une feuille et se demander à quoi cela ressemble. Et la réponse va tomber, vous allez voir. Donc cette feuille, elle ressemble à la main. Vous voyez? Elle ressemble à la main. Et la raison en est évidente, parce que dans la pensée symbolique africaine, la feuille est égale à la main. Les mots de la main sont les mots de la feuille. Ce sont des homophones. Et donc, il y a encore une autre raison, c'est que vous avez vu que les feuilles ont des nervures, comme les mains aussi ont des lignes. Donc, ces éléments sont entrés en comparaison, nos ancêtres les ont vus. Et regardez bien, les mots pour dire la feuille, Django en bidio, Gende en walo, Sinza en CC, Djanga en feuille, en terme, en témé, ce sont les mots aussi pour dire la main. Donc en Yombe, Kande, en Swahili, ki Ganja, et en Proto-Botu, Ganja. Donc le mot Ganja vient du mot de la comparaison avec la main. Et si cette plante n'existe pas dans votre environnement, vous ne serez incapable de produire ce mot avec le concept qui s'y rapporte. Et ça qu'il faut savoir dire. Voilà. Donc dans la pensée symbolique,
africaine, la main est assimilée à une feuille. Les étoffes, les grandes étendues comme le lac, le désert, sont des feuilles déployées dans la conception de nos ancêtres. Et ceci marque encore notre vocabulaire. Voyez? Donc, c'est tout à fait naturel. Et vous voyez qu'on ne dit pas la paume de la main, on dit la feuille de la main. En Nyamwezi, on va dire Ganza, Koyo, Djanga, en Bangui, Likanza. Vous voyez qu'ici, pour dire le lac, ce sont des homophones. Zanga, Djanga, Dinyanga et Sanga, ce sont les mots pour désigner le lac, les étendues d'eau. Et vous voyez que c'est encore des homophones du mot pour dire le pagne. Tsanda, pour le rouleau d'étoffe. Sanda, et en Douala, par exemple, Chanja, pour dire le pagne. Regardez ici, ce sont les mots du sable. Sanga, le sable. Sanga, le sable. Et donc, regardez, cela nous permet d'atteindre une autre racine. On dira koi pour dire la main, keye pour dire la main, kayaya pour dire la main, et donc kaya pour dire la feuille. Kaya pour dire la feuille, lukaya la feuille, makaya pour désigner les feuilles, c'est le pluriel. Donc vous voyez que tout ceci est généré par la pensée symbolique de nos ancêtres. Donc, le mot kaya, eh bien, ceci va nous valoir, par exemple, en Jamaïque, un autre terme. Et par exemple, le mot kalalou désigne la sauce de feuille. Vous voyez que kala, la racine kala, vient de cela. Donc, Bob Marley, en 78, a sorti une chanson qui s'appelle Kaya. Justement, c'est le nom de la feuille. Nous ne sommes pas là pour faire la promo du cannabis. Nous faisons un travail scientifique pour observer, analyser notre environnement. Ce terme-là fait partie de notre environnement. C'est pourquoi nous y attardons. Ici, nous changeons de deal. Et est-ce que vous reconnaissez le pays dans lequel nous sommes? Je cherche, j'avoue que je ne reconnais pas. Nous sommes dans une grotte, une magnifique grotte d'Haïti. Donc voilà. Donc en Haïti, justement, à propos de Makaya, nous avons une célèbre fête et qui va toucher aux traditions de Guadeloupe. Alors c'est la fête de Makaya. Qu'est-ce que la fête de Makaya? Eh bien c'est la fête de la purification par les feuilles. Durant cette saison, on nettoie les maisons et les lieux sacrés avec des feuilles vertes et fraîches. Les familles procèdent à un bain purificateur pour accueillir la nouvelle année. Ce bain sert à expier les énergies négatives et à attirer les énergies positives de la nouvelle année. Dans le vaudou, les prêtres bénissent durant cette saison toutes les feuilles qui serviront au traitement des maladies et l'éloignement des mauvais esprits. C'est un texte de Jean-Gabriel Denis dans un ouvrage qui s'appelle La plus pure tradition vaudou. Mais ceci touche à des aspects que nous connaissons, le bain des marées, le nettoyage des maisons avec les fleurs, les feuilles. Et c'est une fête beaucoup plus ancienne. Et voilà, c'est la fête du mois de Kouak. Ça se passe au mois de Koyak. Donc, par exemple, le calendrier des anciens égyptiens est fondé sur les mouvements du fleuve du Nil. Le mois de Koyak désigne le dernier mois de la saison de l'inondation, celle qui précède le temps des semailles. C'est l'époque de la mort symbolique du soleil. Ce mois qui subsiste dans le calendrier copte couvre les jours qui s'étalent entre le 27 novembre et le 26 décembre, à l'époque du solstice d'hiver. Pour la symbolique qui le caractérise, c'est cette époque c'est à cette époque où l'on célébrait dans les villes égyptiennes les mystères d'Osiris. L'importance de ces cérémonies et les ressources qu'elles mobilisent font du mois de Koyak l'un des mois les plus importants du calendrier égyptien. C'est M. Dibom Barimbok qui nous le dit. Et voici la graphique qui désigne le mois de Koyak ou Kouak. Vous voyez, donc c'est une fête très très ancienne. Et voilà un des aspects de la fête de Makaya, telle qu'elle est pratiquée encore dans les Lakou en Haïti. Nous allons revenir chez nous. Et on va se demander, est-ce que ce mot Kaya, on le retrouve dans notre vocabulaire? Alors, a priori, non. Mais si on regarde, par exemple, si on reprend le même exercice, on regarde et on observe ce poisson-là. À quoi cela ressemble? À quoi ce poisson ressemble? Eh bien, vous allez voir que la réponse va tomber. Il ressemble à une feuille. Comment on dit la feuille? Eh bien, vous allez voir. Kaya, c'est la feuille. Kai, c'est la feuille. En Yombe, Kai, c'est la feuille. Vous voyez? Et donc, ce qui est extraordinaire, c'est que aussi, c'est les mots pour désigner la main. Keye, Koyo, Koyo, Kayaya, ce sont les mots pour désigner la main. Vous voyez? Donc, il y a ce lien. Et même pour désigner l'étoffe, vous avez Ka en Siona et en Setswana, Kai pour dire l'étoffe. Donc, en conclusion, on peut dire que la pensée symbolique d'un peuple est responsable de l'apparition de son vocabulaire et donc de sa langue dans la Caraïbe. Et nous le soulignons, peu importe la langue du colonisateur, ces marqueurs africains perdurent et sont responsables de l'apparition de notre vocabulaire. C'est tout pour aujourd'hui. Merci Jean-Luc.